des tendances de marché pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Marie Delessac qui est à mes côtés en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Oui, quelques tendances qu'on arrive peut-être à observer en cette première moitié de premier trimestre 2022. Il y a peut-être un acquis sur lequel tout le monde peut s'accorder, c'est le retour de la volatilité. Donc volatilité statistique autour de l'inflation, volatilité des banques centrales et volatilité des marchés. Au-delà de cette première tendance, il y a une tendance qu'on arrive à discerner également, qui est celle de la surperformance des actions européennes sur ce premier mois et demi écoulé de l'année 2022, Marie, notamment par rapport aux actions américaines, qui n'est pas forcément une tendance de marché naturelle, historique en tout cas. Et donc la question est, quels sont les fondamentaux, peut-être même ex post, qu'on peut mettre derrière cette tendance, et est-ce que c'est une vraie tendance? Oui, alors effectivement, ce que je voulais un peu, c'était prendre un petit peu de recul sur la volatilité très court terme qu'on a actuellement, notamment géopolitique. Et quand on regarde un peu plus les fondamentaux, on voit qu'il y a peut-être quand même quelque chose de plus positif pour l'Europe par rapport aux zones géographiques et principalement les États-Unis. Sur les 4 points principaux, qu'on regarde l'environnement économique, les politiques monétaires des banques centrales, la dynamique des résultats en Europe et la valorisation et la performance des marchés. Finalement, ces 4 points-là nous amènent effectivement au constat qu'il y a probablement quelque chose qui peut se passer pour l'Europe sur les prochains mois. En termes d'environnement économique, aujourd'hui, la croissance économique de la zone euro, le consensus attend 4% de croissance à peu près sur la zone euro en 2022. C'est une croissance qui est largement supérieure au potentiel. Et une fois n'est pas coutume, c'est une croissance qui est supérieure à celle attendue aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, on attend à peu près 3,7% de croissance économique et qui a en plus été un petit peu revue à la baisse ces dernières semaines aux États-Unis. Donc là, même l'environnement économique de croissance, on est encore dans la phase de rebond, de réouverture des économies. On le voit très bien en Europe. Et donc ça, c'est vraiment plus favorable à la zone euro qu'aux États-Unis. Sur cette partie-là, Marie, c'est un peu la bonne nouvelle du jour. On voit les communications des États sur la levée des restrictions sanitaires, des levées qui sont en train de s'accélérer un peu partout en Europe. Et ça confirme l'idée, oui, que le rattrapage n'est pas terminé et qu'il y a quand même une solidité, une résilience derrière les 4% de croissance anticipée qui est plus importante peut-être que ce qu'on observe aux États-Unis. Effectivement. Alors, ça vient aussi du contexte global et notamment, le point suivant, c'est l'inflation. Aux États-Unis, vous l'avez dit, l'inflation est à 7,5%, c'est très élevé. Ça commence à peser sur le consommateur. On l'a vu sur les chiffres de vente de détail du mois de décembre. On verra cet après-midi ce qu'il en est sur le mois de janvier. Mais c'est une crainte qui existe. En Europe, l'inflation est effectivement élevée, on est à 5%. Mais pour l'instant, elle est due principalement à l'énergie. L'inflation sous-jacente en zone euro, elle est à 2,3%. Donc plus mesurée. Et on n'a pas encore ce phénomène qu'on voit aux États-Unis d'inflation des coûts salariaux. Et de ce point de vue-là, effectivement, ces effets de second tour que l'on craint ne sont pas encore d'actualité en zone euro. Et donc la zone euro a probablement un peu plus de marge de manœuvre devant elle, de même que la Banque centrale. Et donc le deuxième point, après l'environnement économique, c'est effectivement les banques centrales et les politiques monétaires. On est dans un contexte qu'on n'avait pas vu depuis quelques années de resserrement des politiques monétaires. On est surpris de semaine en semaine par le ton beaucoup moins accommodant des banquiers centraux qui s'expriment les uns après les autres. De ce point de vue-là, en zone euro aussi, on a un peu plus de marge de manœuvre par rapport aux États-Unis. En zone euro, les anticipations de hausse de taux de la BCE pour 2022 sont de 50 points de base. Monsieur Villeroy de Galhau nous l'a rappelé hier encore. Il faut arrêter d'abord les achats d'actifs de la BCE avant de pouvoir augmenter les taux. Là, pour le coup, tous ceux qui ont pris la parole se sont accordés sur ce sujet. Et s'il s'arrête effectivement au troisième trimestre, on peut avoir des hausses de taux de la BCE en 2022. Mais effectivement, on estime que 50 points de base anticipés, c'est déjà bien pris en compte. Et contrairement à la Banque centrale américaine, on n'aura pas de retrait de liquidité. Voilà. Ça resterait une position de politique monétaire en zone euro, même avec 50 points de base de hausse de taux, qui resterait accommodante
en absolu et surtout en relatif, par rapport à la Fed. Okay. Voilà. Donc c'est effectivement là-dessus que ça joue en faveur de la zone euro. C'est le relatif. Après, il y a les surprises. Donc effectivement, on peut toujours être surpris. Et ça risque d'amener de la volatilité. On n'aura pas un marché en ligne droite en Europe de surperformance où la volatilité dans cet environnement de resserrement de politique monétaire. On va se questionner. Existe, oui, hein, les donc, questions vont rester ouvertes pendant quelques temps encore. Voilà. Troisième point favorable à l'Europe, les résultats des entreprises. Ouais. Cette saison de publication des résultats du 4e trimestre 2021, elle est très bonne en Europe. On en est pour l'instant à moins de la moitié des entreprises qui ont publié. Donc elle n'est pas finie. Mais de ce qu'on voit pour l'instant, il y a beaucoup de surprises à la hausse. On est à un niveau historiquement élevé de surprises à la hausse par rapport à la moyenne historique. Il y a plus de 60% des entreprises qui publient au-dessus des attentes. On parle de résultats, de chiffre d'affaires, des deux et de chiffre d'affaires. Des deux. Et effectivement, sur les deux données, ce sont des niveaux historiquement élevés. Alors, on a une croissance pour l'instant des résultats des entreprises sur le 4e trimestre qui est supérieure à 40%. Par rapport au 4e trimestre 2020. Ouais. Donc, c'est très élevé. On n'est pas sur les niveaux de croissance qu'on avait sur les autres trimestres de 2021. On a une stabilisation et c'est normal. Hein, le plus fort du rebond est derrière nous, mais on reste quand même sur des niveaux élevés avec des résultats à peu près 6% supérieurs à ce qu'on attendait. Donc là, on a un environnement, environnement qui est bien et qui est aussi tiré par les ventes. Et en même temps, le marché commence quand même à prendre en compte un effet sur les marges. Bah, bien sûr. Oui. Bah, oui. Parce qu'on voit que les surprises sur les résultats sont plus élevées que les surprises sur... les surprises sur les ventes sont plus élevées que les surprises sur les résultats. Donc c'est le premier effet de pincement. Mais quand on regarde ce qu'on attend pour cette année, parce que c'est aussi le futur qu'on achète quand on investit en bourse, les ventes, la croissance des ventes est quasiment équivalente à la croissance des résultats attendus. Ce qui montre bien que le marché anticipe déjà un pincement sur les marges. Donc c'est effectivement pris en compte. Hein. Là aussi, je ne dis pas que ça se fera de façon très linéaire et ça amènera de la volatilité. Non, mais le marché est conscient des enjeux, on va dire ça comme ça. Le marché est conscient des enjeux. Le marché attend à peine 7% de croissance des résultats en Europe, avec une croissance économique de 4%. On peut dire que c'est quand même plutôt raisonnable. Ouais. Voilà. Conservateur, on dit, c'est ça ? Exactement. donc voilà, tout ça nous fait dire que l'Europe peut avoir... Et en termes de valorisation, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a toujours en tête l'idée que les actions européennes sont moins chères que les actions américaines. Est-ce que cet écart est sur des niveaux très importants par rapport à l'historique ? Est-ce que ça se resserre quand même un petit peu, Marie ? On se stabilise, en fait, depuis l'année dernière sur l'écart. Mais effectivement, par rapport à l'historique, c'est quand même assez important. Aujourd'hui, on a un ratio cours sur bénéfice pour les 12 prochains mois sur l'Europe autour de 14 fois. On vient de 18 fois en 2020. Donc, on a quand même pas mal baissé la valorisation des entreprises. Plus qu'aux États-Unis, où là, pour le coup, on reste entre 19 et 20 fois. Et effectivement, cet aspect valorisation est important parce que dans cet environnement de marché, en général, la performance, elle est faite par les résultats des entreprises. Et c'est la progression des résultats des entreprises qui est importante. La valorisation, elle ne devrait pas augmenter, voire peut-être même un petit peu baisser. Mais ce n'est pas sur une hausse des valorisations des entreprises qu'il faut compter pour cette année. Donc, vous êtes confiante et confiant chez Edmond de Rothschild Asset Management qu'il y a du potentiel encore pour les actions européennes en relatif par rapport aux actions américaines. C'est quoi le risque principal ou les risques à surveiller qui pourraient mettre à mal cette idée-là et ce scénario, Marie, et qui pourraient peut-être d'ailleurs renverser à nouveau le leadership en relatif, toujours, en faveur des actions américaines À très court terme, c'est le risque géopolitique de conflit en Ukraine. Ça, clairement... On se retrouverait peut-être dans si on cherche des similitudes avec le passé, dans un événement tel que 2011-2012, où on sort de la crise, de la grande crise financière, et la zone euro est engluée dans la fameuse crise de la zone euro, et retombe. Donc effectivement,
un conflit, mais vraiment jusqu'au boutiste, on va dire, en Ukraine, ça poserait des problèmes de prix de l'énergie et d'approvisionnement qui, là, aurait des conséquences plus en zone euro qu'ailleurs dans le monde. Et donc, effectivement, on arrive sur un sujet de croissance. L'autre risque, mais qui est un peu plus lointain, on va dire, c'est une politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui est vraiment beaucoup plus agressive et qui, là, remet en cause vraiment la croissance mondiale. Voilà. Bon. On restera quand même pour l'instant sur l'idée de la surperformance des actions européennes qui se vérifie encore aujourd'hui au moment où on se parle. Merci beaucoup Marie. Marie Delessac qui est avec nous en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management.